Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Leader Talk, le podcast de Leader Occitanie. Podcast que nous avons créé dans le cadre du programme Leader Média, programme destiné à doter les chefs d'entreprise des meilleurs outils de communication pour réfléchir et débattre ensemble sur des sujets qui font les entreprises. Aujourd'hui, nous allons parler export, puisque ça a été un sujet de la rentrée, notamment à Montpellier avec le sommet Afrique-France. Aujourd'hui, pour en parler, j'accueille Mariam Bini, cofondatrice de Soledge. Bonjour. Et vice-présidente de Leader Occitanie. Jean-Pierre Boffy, président de Steam France et vice-président de Leader Occitanie. Bonjour. Et Alexandre Coulet, gérant de S-Group et président de Leader à l'Est. Bonjour Mickaël, bonjour à toutes et tous. Si tout le monde s'accorde sur le fait que l'export est un levier de croissance important, les chiffres sont assez mauvais en France, puisque seulement 130 000 entreprises exportent à ce jour. Sur ces 130 000, 99% sont quand même des TPE-PME, donc ça c'est un chiffre qui est important. Mais finalement, cela ne représente qu'environ 10% des entreprises et seulement 44% du montant total des exportations est lié aux TPE-PME ETI. Et si on enlève la part des ETI, ça ne représente que 12% du montant des exportations. Donc finalement, il y a une grosse masse de TPE-PME qui exportent, mais qui représentent assez peu de flux financiers. Pourtant, on voit que c'est bien un levier de croissance et un vivier important de PME qui pourrait augmenter ce chiffre international. Alors pour vous, commençons peut-être par Jean-Pierre, pour quelles raisons aujourd'hui c'est si difficile a priori pour une entreprise de faire de l'exportation et pourquoi pour les TPE-PME ça semble délicat de faire beaucoup de chiffres à l'export? La question est vaste, je vais essayer d'être concis dans la réponse. Et avant de répondre, effectivement, moi je suis dirigeant donc d'une PME qui existe depuis 20 ans, qui s'est lancée à l'export depuis une dizaine d'années. Et je suis aujourd'hui, avec ce recul, convaincu qu'un des leviers de croissance des PME nationales est l'international, justement. Alors, les difficultés, il y en a de multiples. Ce que je dis souvent, faire attention, l'export, ce n'est pas l'Eldorado, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher de la croissance si on n'a pas préparé sa stratégie de déploiement. Effectivement, les exemples de réussite à l'export sont nombreux. On parle beaucoup moins des échecs et pourtant il y en a énormément. Donc, première recommandation, préparer sa stratégie, s'intéresser au pays, ne pas penser que parce qu'on a réussi en France, on va réussir à l'export de la même façon. Il y a vraiment en fait des critères qui sont propres à chaque pays, à chaque continent. Alors, je parlerai plus moi du continent que je connais le mieux qui est l'Afrique, mais je pense que la problématique est la même pour tous les continents. Après, dans les difficultés, très souvent revient la notion de financement. Comment on finance une opération à l'export? Ce que je dirais, c'est qu'à premier niveau, l'export, c'est un travail et un projet à moyen et long terme. On ne va pas découvrir un marché ou un pays et penser avoir un retour sur l'investissement dans les mois qui suivent. Il faut vraiment s'inscrire dans la patience, dans la persévérance, être capable d'y investir du temps, de l'argent, et donc d'avoir en fait une réflexion financière pour réussir à l'export. Ça, c'est vraiment le critère qui revient de manière très majoritaire dans les difficultés que les PME peuvent avoir, c'est appréhender l'aspect financier d'une démarche export. Après, au-delà de ça, il y a effectivement le fait de pouvoir se déplacer, donc y investir du temps, de la ressource humaine. Là, les 2 années qu'on vient de vivre et qu'on vit encore suite à la pandémie ont démontré que sans aller sur le terrain, on perd cette connexion au marché. Donc effectivement, être capable de se déplacer, d'avoir des ressources dédiées. Alors quand je dis ça, ça veut dire ne pas penser qu'en un voyage, on va ramasser le marché du siècle. C'est vraiment des travaux et des opérations de terme. Et après, en fait, il y a aussi un élément qui revient assez souvent, malheureusement, c'est la méconnaissance en fait, des outils dont on dispose pour aller à l'exportation. Et que ce soit effectivement dans le cadre de ma mission au sein de Leader en tant que vice-président en charge du développement international, mais également dans le mentorat que je peux faire, je me rends compte que les outils français disponibles sont très peu ou pas assez connus par les PME et que si l'on réfléchit à une démarche organisée, on trouve des leviers de financement pour l'export. Je pense aux outils de BPI, mais également les outils régionaux. La région Occitanie dans laquelle nous vivons permet de franchir ces premières étapes de l'exportation en ayant des moyens dédiés à l'exportation. Après, au-delà de ça, c'est se dire, voilà, quand on veut découvrir un pays, il faut comprendre ses coutumes, ses us, il faut comprendre l'ensemble des problématiques douanières. Voilà, pour un équipement donné, les conditions et les restrictions d'entrée sur le pays de destination sont très différentes à chaque pays. Donc ça veut dire aussi avoir des compétences appropriées pour ne pas découvrir sur le terrain les difficultés de faire rentrer un équipement quel qu'il soit. Mariam, sur la question de l'export, une TPE? Alors nous, chez Soledge, en fait, on a commencé par l'export parce que sur le marché français, on savait tout de suite que c'était juste pas possible. Donc à l'époque, on produisait et on fabriquait des produits IFI. Et en fait, on a commencé par un salon international dès la première année qui nous a permis effectivement d'avoir accès à
énormément de pays et à énormément de distributeurs. Comme disait Jean-Pierre, la problématique, c'est finalement le financement parce que ça se prépare. Il faut connaître au niveau des douanes toutes les astuces, connaître que quand on envoie un démonstrateur dans un pays et qui revient, il y a un passeport à prendre pour le produit. Enfin, tout ça, on ne peut pas le connaître nous dès le début et c'est des spécificités qui sont connues par les douanes et les douanes à Montpellier accompagnent très bien là-dessus. Mais ce qui reste quand même problématique pour les TPE, c'est le coût. Donc ça peut expliquer aussi pourquoi il n'y a pas beaucoup de TPE et PME qui partent à l'export parce que c'est un coût financier énorme et que si on l'a pas réfléchi en fait dans son business model à la base, on peut pas s'improviser exportateur du jour au lendemain. Il y a effectivement des financements à faire. Il y a des coûts d'expédition, il y a tellement de choses à prendre en compte qui du coup se répercutent aussi sur le coût du produit derrière que ça s'improvise pas. Et je pense qu'il manque de l'accompagnement là-dessus quand on crée son entreprise ou même quand on donne des cours en école de commerce, on a ce côté, on apprend tout ce qui est les incotés. Mais finalement, on ne devient pas tous acheteurs. C'est vrai que quand on crée une entreprise, ce qui serait bien peut-être avec les incubateurs et les choses comme ça qui existent aujourd'hui, c'est qu'on ait cette partie export qui soit pensée dès le départ dans la stratégie. Dès la création. Voilà, je pense que c'est important. Pour ajouter à ce que disait Mariam, il y a aussi une problématique qui est l'environnement financier qui doit être dédié. J'explique ma pensée. Aujourd'hui, les partenaires financiers vont être organisés autour d'un système connu qui est celui du système français. Dès lors qu'on va sur des pays un peu plus exotiques, avec des problématiques de couverture de change, avec des problématiques de risque, on se rend compte en fait que toutes les banques ne sont pas en capacité à accompagner des projets à l'international. Et effectivement, sans parler de la Syrie ou de la Libye, simplement dès lors qu'on sort de la communauté européenne, il faut avoir un partenaire financier qui ait la compréhension des projets et des marchés. Et ce que disait Mariam, dans les solutions qui peuvent être imaginées, c'est d'avoir en fait des outils dédiés export et pas uniquement des outils de financement classiques. C'est une des difficultés que l'on rencontre quand on commence à travailler à l'étranger. Des exemples, j'en ai de multiples sur des problématiques vraiment propres à l'exportation en matière de financement. Alexandre, sur l'export, S-Group, je crois que vous y mettez. Alors, effectivement, on est présent sur du marché européen pour l'instant. À peu près 40% de notre chiffre d'affaires est fait en dehors du sol français. Et on est en train de s'intéresser effectivement à l'export. L'idée d'un incubateur à l'export, je trouve ça fabuleux en fait. Parce qu'effectivement, c'est difficile. On peut avoir les bons produits, mais comment et sur quel prisme on attaque ce marché à l'export. Donc nous, on l'a souhaité le faire du côté bancaire, parce qu'on a essayé de trouver le partenaire bancaire. Effectivement, c'est une jungle. De trouver la personne, en tout cas sur les cibles et les pays qu'on avait ciblés, de trouver les personnes qui étaient proches de ce pays-là. Parce que toutes les banques font de l'export, mais n'ont pas de personnes dédiées au pays ou proches de ce pays. Donc on s'est attelé à trouver cette banque qui pouvait nous accompagner, en tout cas nous éclairer sur l'échange, sur le risque, sur l'accompagnement, sur même le business plan sur site en fait. Et l'implantation. Donc trouver d'abord le partenariat et après l'implantation. Donc un business plan sur 3-4 ans. Donc on y est dessus. On pense que ça peut représenter à court terme 10 à 15% de notre chiffre d'affaires. C'est pas anodin et effectivement ça représente des gros sous et le billet d'entrée est assez important. Donc on est en fait sur ce début de trouver un petit peu les partenaires sur ces pays-là. Oui. Donc pour vous, travailler en Europe, c'est pas faire de l'export. Ça l'est, mais c'est facile en fait. Voilà. Alors nous, la particularité chez S-Group, c'est qu'on fait du temporaire, de l'export temporaire. Le matériel part dans un pays européen, que ce soit l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, ex-Angleterre. C'est assez facile, Luxembourg c'est assez facile. Donc on n'a pas de problématique ni de change, ni de douane. Donc finalement, on traverse une frontière comme si on traversait un département. Donc ça reste assez facile. Effectivement, ce qui est toute la différence, c'est sport de biens et de personnes. Exporter, moi je vais reparler de l'Afrique, problématique de logistique, de coûts, de douane, mais également, je vais donner un exemple, lorsqu'on décroche un marché dans un pays étranger, dans une devise qui n'est pas l'euro, très souvent en fait on le gagne en monnaie locale. On fait des achats ou de la production en euros ou en dollars et on supporte pendant la durée du marché tous les taux de change variables de ces pays-là, que ce soit effectivement des livres égyptiennes, des dinars, des dirhams. Et là, il faut intégrer cette notion de couverture de change sur parfois des périodes qui sont très longues. Dans notre domaine, donc dans le domaine de la santé, où on est sur des projets d'hôpitaux nouveaux qui peuvent durer 2 ou 3 ans,
on peut perdre, ça nous est arrivé, on peut perdre toute la marge du projet juste sur des taux de conversion. Et aujourd'hui, il n'y a pas de solution pour garantir un taux fixe? Si, on peut faire de la couverture à terme, on peut acheter de la devise, mais là, pour le coup, effectivement, c'est un métier à part entière, ça coûte de l'argent. Il faut être capable de l'intégrer au moment où on fait la cotation, quoi. Après, oui, il y a des solutions qui sont aussi des solutions de couverture de risque avec ce qui s'appelait à l'époque la COFAS, aujourd'hui, qui est sous BPI France, qui est BPI France, en fait, une des activités de BPI France. Ouais. Oui, bien sûr, mais il y a aussi des cas où on ne peut pas couvrir ça. Il y a des cas où, pour être dans le spectre BPI France, il faut qu'il y ait une part française significative. Parfois, sur certains dossiers à l'étranger, la part française n'est pas suffisante. Voilà, il y a tout un tas de problématiques propres à chaque dossier, à chaque pays, et il faut être en capacité à les appréhender si on veut aller à l'export, clairement. Et ça, quand vous en discutez dans le Team France Export, qui a été créé il y a 2 ans, C'est un regroupement, effectivement. c'est un problème qui est partagé, j'imagine, par beaucoup d'entreprises. Qu'est-ce que vous répondent les... Alors, il y a des dispositifs qui naissent au fil de l'eau, justement, issus de cette fusion Team France Export, que ce soit des dispositifs financiers de BPI, des dispositifs d'accompagnement de Business France. Et pour autant, malgré l'ensemble de cet attirail d'outils, clairement, on se rend compte que ce n'est pas si aisé de les mettre en œuvre. Déjà, il faut les connaître. Pour un exemple simple, il existe au sein de BPI un produit qui s'appelle l'assurance prospection, qui permet de financer par anticipation l'ouverture de nouveaux marchés. Moi, quand j'en parle au titre de mes mandats, donc, entre autres chez Leader, mais également en tant que conseiller du commerce extérieur, je me rends compte qu'il y a beaucoup de PME qui ne savent absolument pas ce qu'est l'assurance prospection. Et pourtant, ça permet de financer sur des durées moyennes, entre 2 et 5 ans, l'ensemble des démarches nécessaires à la prospection, à les études de marché, participer à des salons. Voilà. Tous ces coûts rentrent dans les charges qui sont finançables par l'assurance prospection. Quand on en parle avec les PME, elles ne connaissent pas. Elles disent, j'irai bien au Congo, je sais qu'il y a quelque chose à faire, je sais que le marché est là, mais bon, quand je regarde, ça coûte cher, c'est du temps. Et voilà, il y a des dispositifs. Maintenant, la réalité, c'est que voilà, dans cette offre-là, il y a toujours des trous dans la raquette, quoi. Et d'ailleurs, tu parlais aussi que c'était une stratégie à long terme ou moyen terme. Et du coup, est-ce que ces outils-là, c'est pas du court terme pour le coup? Non, c'est pas vraiment enfin, c'est du court terme si on a vraiment le projet préparé. C'est-à-dire que, je ne vais pas rentrer dans le détail du dispositif, mais si l'on sait pourquoi on va dans tel pays, pour quel type de business et quel objectif à terme, là, effectivement, on peut avoir de la trésorerie à court terme. Donc, couvrir ces frais de déploiement au moment où on les engage. Donc là, effectivement, ça correspond à cette problématique de couverture court terme et avec des conditions qui permettent d'étaler le remboursement jusqu'à 4 ou 5 ans. Mais ça ne veut pas dire pour autant, il ne faut pas préparer le dossier parce que c'est quand même indexé sur un business plan, indexé sur des objectifs de réalisation. Aujourd'hui, est-ce que des événements comme le sommet Afrique-France, qu'on va revenir un peu dessus, c'est des événements qui permettent de faire avancer des sujets? Quel type de sujet? Enfin, à quoi ça a servi finalement? Je vais poser une question un peu brute, mais si on revient dessus, en plus on a quelques mois maintenant du sommet, c'est quoi le retour que vous faites, vous, TPE, PME, sur ce sommet? Vas-y, Jean-Pierre. Le sommet Afrique-France, en fait, existait déjà. Donc, cette année, la particularité, c'est qu'il avait lieu à Montpellier. Ça a été quand même un peu particulier aussi parce qu'il a été coupé en deux. Une partie réalisée à Paris pour les B2B et une partie plus société civile à Montpellier. L'ensemble faisant un tout dans le cadre des relations franco-africaines. L'intérêt de ce type de manifestation, ça permet à des PME d'accéder à des sociétés ou à des marchés africains de manière très pragmatique. Je crois qu'il y a eu plus d'1 millier de B2B entre PME françaises et africaines pendant ces 3 jours. Et ça permet aussi de donner un éclairage particulier sur le marché africain pour des sociétés qui aujourd'hui ne connaissent pas ces marchés-là. Ça leur donne une première indication des potentiels ou des difficultés de ces pays-là. Je pense que pour Montpellier, c'était aussi une vraie opportunité de remettre la ville, l'agglomération en lumière. C'est-à-dire, en particulier, moi je parlais de mon secteur dans le domaine de la santé. Montpellier est une ville qui est historiquement très ancrée dans les métiers de la santé et qui a en plus cette particularité d'avoir des liens santé dans le monde entier. La plupart des chirurgiens, alors je parle de l'Afrique francophone, mais pas que, connaissent Montpellier du fait de sa faculté de médecine. Donc ça a permis aussi, là je parle pour les PME régionales et locales, d'avoir un vrai focus
sur les potentiels savoir-faire de la région, de la ville et de ces PME. Et du coup, tout à l'heure, pour développer l'activité à l'export, vous avez parlé d'incubateur export, on va dire ça comme ça. Est-ce que vous pouvez un peu repréciser ou nous en dire un peu plus? C'est quoi vos attentes par rapport à un outil comme celui-là, par exemple? Alors, je pense qu'on part d'une feuille blanche, en fait, quand on est à l'export. Et on n'a pas d'exemple. Chaque entreprise a une particularité. Le marché est différent d'une entreprise à une autre, où on n'ose pas, ou en tout cas... l'exemple de l'un ne s'applique pas à l'entreprise de l'autre. Je pense qu'effectivement, avoir un sujet ou une matrice qui permettrait d'avoir déjà un cadre, en tout cas des barrières qui nous diraient, voilà, il faut plutôt l'approcher comme ça, après que chacun effectivement se fasse ses contacts. Mais je pense qu'il faut une matrice de départ. Et il faut des contacts aussi sur place. Je pense que sans contact sur place, c'est difficile d'aller dans un pays. Ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure est tout à fait juste. Hein. Ne serait-ce rien que savoir quand on veut attaquer un marché, mais on atterrit à l'aéroport, je la fais simple. On va où en fait? Dans quelle direction on va? Quels sont les rendez-vous? On sait très bien que quand on va capter un marché, souvent les premiers contacts sont régulièrement des contacts qui sont un peu douteux parce que c'est des gens qui ont un peu l'habitude de voir des chiens perdus, quoi. Donc là, tu parles des taxis qui t'attendent à la sortie de l'aéroport. C'est ça, exactement. Et c'est exactement pareil dans le business. On a tous essayé d'aller sur des marchés un peu qu'on croyait un peu innovants, etc. Les premiers contacts sont malveillants, quoi. Juste pour ajouter à ce que disait donc Alexandre, hein, on a quand même la chance aussi d'avoir une organisation nationale qui permet d'avoir des ambassades. Dans chaque ambassade, il y a des services économiques. Et très souvent associés à ces services économiques, il y a des antennes de Business France, qui sont des relais pour, et en théorie et en pratique, découvrir le pays. C'est-à-dire qu'il y a des organisations, il y a des missions qui sont organisées, soit collectives, soit individuelles, à laquelle il faut être rattaché. Donc il faut être aussi vigilant dans l'environnement du pays que l'on cible. Et après, ben voilà, je vais faire un peu de promo aussi. Hein, les conseillers du commerce extérieur de la France, c'est 4300 conseillers dans le monde qui ont comme mission d'accompagner les entreprises dans la découverte de ces nouveaux marchés. Donc dans la plupart des pays au monde, on peut, à travers CEF, avoir un relais ou un premier relais qui évite ce que disait Alexandre, parce que c'est l'écueil. Si on débarque sans savoir, on va perdre beaucoup de temps, on n'aura pas les bons contacts, et on peut repartir même un peu moins riche qu'on ne l'était en arrivant. Et ça, c'est gratuit? Alors ça dépend des formules, ça dépend des missions, ça dépend du support. Par exemple, nous on fait tous les ans un salon dans la santé qui a lieu à Dubaï. Plutôt que d'avoir notre propre stand, on préfère être hébergé sur le pavillon France qui est piloté par Business France. C'est pas forcément beaucoup moins cher, mais ça permet surtout de concentrer le savoir-faire français en un point. Donc ça permet d'avoir l'ensemble des entreprises du domaine de la santé sous le même pavillon, et ça permet aussi aux PME de créer des contacts entre entreprises françaises qui ne se connaissent pas. Voilà, l'intérêt de cette organisation, c'est ça. Quand on part en mission collective, 15, 20, 30 entreprises, très souvent des PME, mais aussi des grands noms que l'on rencontre sur place. L'intérêt, c'est de se dire, voilà, le premier contact, on va peut-être le faire avec Orange, qui a une filiale là-bas depuis 10 ans. Et dans le cadre de ces approches collectives, ça permet à la PME justement d'éviter un peu ce chemin perdu, quoi. Ou alors, on peut aussi faire comme les Allemands, qui proposent, les grands industriels allemands proposent en fait leurs locaux, leurs bureaux aux petites entreprises et aux PME qui souhaitent exporter dans un pays. Et les gens ont au moins un bureau et ils ne sont pas perdus parce qu'ils ont leurs compatriotes qui sont là, qui peuvent les guider, comme tu dis, ne pas arriver dans un pays et ne pas savoir où aller. Et donc du coup, mais même les aider aussi dans la mise en relation et puis leur dire attention, ça se fait pas ici, ou voilà, il y a quand même des particularités. Et c'est vrai qu'en France, on a du mal à faire ça. C'est un sujet qui revient souvent, effectivement, la façon de chasser à l'export. Et les Allemands, eux, ont tout compris. C'est-à-dire quand ils débarquent dans des missions de ce type-là, ils n'y vont pas juste avec des entreprises, ils y vont avec des financiers, avec des institutionnels. Et ils font en fait ce qu'ils appellent la chasse en meute. Ils ont vraiment en fait cette approche très collective. Et nous, ça nous manque. Mariam a raison. Quand on est PME, on aimerait avoir un grand frère ou une grande sœur qui décrypte un peu pour nous les marchés, il nous fait gagner du temps, évite des risques. Ça, on a un peu du mal à le faire. Les grands groupes ne sont pas présents dans Team France Export, par exemple? Si, ils sont présents dans Team France. Après, ils ont aussi l'avantage, eux, souvent, d'être déjà implantés. Je parle de l'Afrique, par exemple. Voilà. C'est pas pour autant qu'aujourd'hui, les groupes français ouvrent la porte aux PME qui décident de découvrir. Là, il y a un travail à faire. Alors moi, j'en ai déjà beaucoup parlé au sein des instances nationales, mais il y a un vrai travail à faire de parrainage, d'accompagnement, pour essayer de promouvoir globalement l'offre française, quoi.
C'est ça, c'est parce qu'on a l'impression qu'on est toujours entre concurrents, alors que quand on va à l'international ou dans d'autres pays, on n'est plus concurrents du tout, on est complémentaires et on peut répondre à des appels d'offres de pays étrangers tous ensemble en étant, encore une fois, plus forts, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas du tout encore une mentalité business à la française, mais ça commence à l'être de plus en plus parce que quand on parle aux chefs d'entreprise aujourd'hui, beaucoup parlent comme ça. Mais on va dire le CAC 40 n'est pas encore prêt à ouvrir ses portes à ce genre de mentalité. Voilà. Les Italiens sont très forts, il paraît aussi. Hein. Italien, espagnol, allemand. Les Italiens sont même meilleurs que les Allemands finalement, d'après ce que j'ai lu en préparant ce podcast. C'est surtout qu'on va de plus en plus effectivement avec les grands groupes à l'export, sauf c'est ce que disait Mariam, c'est qu'une fois qu'on a les marchés ou les contacts, il n'y a plus d'accompagnement et où le grand groupe n'aide pas la TPE ou la PME à faire le marché ou à répondre à l'appel d'offres. Et c'est là en fait où on n'arrive pas à travailler finalement ensemble. Ensuite, dans le marché vraiment, enfin dans la discussion, dans la relation, la négociation avec le client étranger, et c'est là où il y a des marges de progression. Globalement, aujourd'hui, pour vous permettre de vous développer davantage à l'export, on a parlé d'incubateurs, on a parlé d'outils de financement. Est-ce qu'il y a d'autres outils, d'autres types d'accompagnement qui pourraient être proposés par les collectivités, par les puissances privées ? On a des choses très pratiques en Occitanie, par exemple, qui existent. On a la chance d'avoir quelques maisons de la région installées alors, sur 4-5 pays différents. Moi, j'en parle pour l'avoir utilisé lors de mes premiers pas au Maroc. On a été hébergé par la maison de la région, la maison d'Occitanie à Casa. Ça, c'est des dispositifs qui permettent aussi d'effacer une des problématiques quand on démarre sur un pays, de se dire où je vais, où je me pose, qui peut me permettre d'avoir ces premiers contacts, particuliers institutionnels, mais pas que. Déployer des outils de ce type-là pour les PME, j'entends, c'est une vraie façon de mieux appréhender un pays. Donc aujourd'hui, c'est vrai que moi je parle de l'Afrique subsaharienne en particulier. Imaginez des structures plus ou moins importantes, mais qui permettraient aux primo-exportateurs de poser ses valises première semaine des premiers mois. Ça, je pense que c'est des dispositifs qui fonctionnent bien. Déjà, ça permet de rencontrer d'autres entreprises, d'avoir une connexion avec les réseaux locaux. C'est le genre de choses qui sont utiles quand on part. Je parle quand on est PME. Et moi, je l'ai fait pendant des années, partir seul avec ma valise, mon sac à dos, peut-être pas, mais ma valise. Et c'est vrai que la difficulté, elle est là. On va aller à la chambre de commerce, mais préparer le voyage en amont, en utilisant les institutions ici locales, comme les chambres de commerce, pour, lorsqu'on est sur le pays, avoir un premier contact. Voilà. Tisser des réseaux en étant en France, en fonction des destinations qu'on veut démarcher. Donc il y a plein de choses à imaginer en termes de cohérence de démarche. Pour reprendre un peu ce que disait Mariam, en fait, ça le fait pour les entreprises privées, mais je pense que les institutions, qu'elles soient régionales ou nationales, elles devraient aussi être capables de travailler plus ensemble et de ne pas laisser les entreprises découvrir par elles-mêmes le pays. Et je vous dis, ça me rajeunit un peu. Ça fait, quand on débarque avec sa valise, au-delà surprise des taxis, mais qu'effectivement, sortir de l'hôtel, on ne sait pas trop comment s'orienter, oui. On souffre de ça aussi, le côté un peu seul de la démarche. Et après, par exemple, nous, quand on préparait les salons sur les aides de France Export, Business France. En fait, les salons sont répertoriés. Nous, le nôtre n'était pas répertorié. Donc, c'est selon les aides, il y a ça aussi. Et donc, c'est à toi d'aller chercher l'information, de leur montrer que c'est un salon où il y a d'autres Français qui sont présents. Donc, et c'est vrai que je trouve que l'export, déjà tout est un peu compliqué en France, mais là sur l'export c'est encore plus compliqué que d'aller chercher l'information, d'aller chercher les choses. Et c'est vrai que quand tu n'es pas structuré, quand tu n'as pas des départements export, achat et tout ça, tout de suite ça devient très très lourd à gérer et dire j'ai juste besoin d'aide sur ce salon-là, qui est-ce qui peut m'accompagner et comment est-ce qu'on organise ça. Donc, il y a des progrès à faire aussi là-dessus, je pense. C'est ça, la vision que j'ai, c'est qu'il faut enlever cette inertie. En fait, je pense qu'il y a du potentiel à l'international, c'est évident, on a des atouts. En plus, c'est rare, les Français qui s'exportent, donc les produits sont valorisés et valorisables. Mais il faut aider le chef d'entreprise, cette génération de chefs d'entreprise, à enlever cette inertie. Il y a un petit effort à faire, en tout cas à trouver le mécanisme pour débloquer ce grippage. Des outils existent finalement, peut-être moins connus, peut-être on n'ose pas. Il y a peut-être une part de chemin à faire entre le chef d'entreprise et toutes ces structures à l'international. Mais je pense que c'est le moment ou jamais aujourd'hui, à la période où toutes les cartes sont rabattues, de se repositionner, en tout cas de se positionner sur le marché international, c'est évident. Avis complètement partagé. Je pense que s'il y a bien une période où il faut se remettre
en dynamique à l'export, c'est aujourd'hui. Il faut oser, comme disait Alexandre, parce que les cartes ont été un peu redistribuées. La valeur ajoutée française, dans mon métier, la santé, est extrêmement riche, donc peut avoir des ouvertures. Je parle de la santé, hein. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres segments sur lesquels c'est le cas aussi, mais clairement, le savoir-faire, l'expertise française, c'est très valorisant. Et alors, même si on a beaucoup parlé des difficultés, hein, moi je suis un fervent défenseur de l'export. Je pense que la croissance, mais aussi l'évolution des PME passera par cette capacité qu'elles auront, au-delà de ce qu'elles savent faire en France, à aller chercher en fait des relais de croissance à l'étranger. Et là, effectivement, si on le fait de manière organisée, structurée, ça peut complètement changer la dimension de la PME. Je parle de Steam, hein, voilà, nous on a projet de doubler notre chiffre d'affaires dans les 2 ans qui viennent, grâce à l'export. J'en ai peut-être déjà un peu parlé, on a négocié cette année un marché en Égypte. Le marché qu'on a négocié, c'est le chiffre d'affaires de Steam en France. Donc effectivement, les problèmes qu'on évoque en termes de financement, ils sont encore plus importants et ils peuvent être aussi extrêmement dangereux. Mais par contre, voilà, une croissance de ce type-là, on n'aurait pas pu la trouver en France. Donc moi, oui, je défends l'export. Essayons d'échanger, d'y communiquer, de faire remonter effectivement les outils. Moi, je répète, hein, Leader a cette dimension également d'accompagnement. Donc arriver à faire partager à ceux qui ont un peu d'expérience, pour ceux qui ont envie de le faire, mais il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il faut oser les sports. Merci à tous, merci Jean-Pierre, merci Mariam, merci Alexandre. Merci. À très bientôt pour un nouvel épisode. Merci Michael. Au revoir.